Allez, bienvenue, chers amis, dans cette correction de l'examen Simple 2, ITIL 4 Foundation. Donc, la première question, quel est l'effet de l'automatisation sur le centre de service? On a dit que le centre de service est une pratique. Il est préférable d'exploiter la technologie au maximum. Donc, ma réponse, c'est bien évidemment, c'est le A. L'outillage, il permet deux choses. Réduire le temps passé au téléphone, réduire les tâches de bas niveau. Donc, le centre de service, le personnel, il aura plus de temps libre, il pourra mieux se concentrer sur comment améliorer l'expérience client lorsqu'il entre en contact avec un utilisateur. Le B, diminution des enregistrements et des incidents. Non. Le fait, écoutez bien ça, le fait d'avoir 10, 100 incidents, ça n'a pas de signification de performance. Peut-être c'est l'inverse. Lorsqu'on met un outil, peut-être ça va augmenter, ça va faciliter d'enregistrer les incidents. Le C, capacité accrue de se concentrer sur la réparation des technologies. Non. Le centre de service, ce n'est pas sa responsabilité, la réparation de la technologie. Le D, élimination de besoin d'escalader les incidents aux équipes de support. Non, c'est l'inverse. Si on utilise un outil, ça va faciliter l'escalade. Ça n'a pas de relation avec le besoin d'escalader ou ne pas escalader. Il facilite l'escalade, mais il n'est pas une élimination. Allez, notez 1 ou 0. Question suivante. Voilà. Ça, c'est une question. 10 secondes. C'est quoi la fonctionnalité? C'est l'utilité. OK. Si quelqu'un n'a pas révisé, il va passer 2 minutes sans réponse. Si vous avez révisé, bien évidemment, c'est l'utilité. Fonctionnalité égale utilité. Assurance égale garantie. Quel est le but de la pratique? Surveillance, le monitoring. Ça, c'est une question qui comporte l'objectif de le but de 4 pratiques. Donc, ici, la surveillance, événement. Donc, c'est l'observation systématique des services et des composants de service. Et enregistrer et signaler certains changements d'état comme événement. OK. Le A, c'est le but de la pratique, gestion des configurations. Le C, c'est la gestion de la sécurité de l'information. Le D, réduire l'impact négatif des incidents en rétablissant le fonctionnement normal as quick as possible, c'est la gestion des incidents. Ensuite, sur quoi doivent être basées toutes les décisions d'amélioration continue? Je vais prendre une décision, je vais me baser sur quoi? Rappelez-vous bien, on a dit surveiller, comment c'est là vous êtes. Pour prendre une décision, j'aurai besoin d'observer et de mesurer. J'aurai besoin d'avoir des données précises et rigoureusement analysées. OK. Je vois le A. Détails sur la façon dont les mesures sont mesurées, dont les services sont mesurés. Non. Je prends une décision. Ce n'est pas la façon de mesurer qui est déterminante. Un tableau de bord équilibré est mis à jour. Notez cette nuance. Je peux mesurer les services, je vais analyser les données et je vais les présenter sous la forme d'un dashboard. Donc, le dashboard, ce qu'on appelle ici BSC, Balanced Scorecard, c'est une façon de présenter les données. Donc, j'analyse mes données et ensuite, je peux les présenter sous la forme d'un dashboard. À tout moment, si vous avez des questions, activez votre micro ou utilisez le chat. OK. Maintenant, c'est une question sur la chaîne de valeur de service. Comment les activités de la chaîne de valeur transforment-elles les entrées en délivrables? Donc, chaque activité, elle prend des inputs, elle les transforme en output. De quelle manière elle va combiner des pratiques? Donc, je prends l'exemple. L'activité impliquée, j'ai une demande à travers un mail, je vais la transformer en un ticket incident. Donc, je vais utiliser une ressource, une pratique centre de service,
Je vais utiliser une information, je vais utiliser un process, je vais utiliser un outil. C'est une combinaison de pratiques. Donc, chaque activité, rappelez-vous bien, on a dit ça dans le cours, elle prend des inputs, elle fournit des outputs. Chaque activité, elle peut utiliser une ou plusieurs pratiques. Elle va combiner les pratiques. 6. Ah, ça, c'est une question qui est assez difficile. Moi, toute ma vie, hein, j'ai passé, je ne sais pas, 30, 35 examens études. Je n'ai pas réussi tous mes examens de premier cours. Il y a 5 examens, peut-être, que j'ai refait. C'est tout à fait logique. Mais pas le foundation, hein, excusez-moi. Le foundation, non. Alhamdoulilah, toujours, j'ai de bons résultats. Allez, donc ici, il y a une technique de combinaison. Je prends mon stylet, utile, voilà. Donc, la question ici, qu'est-ce qu'il dit? L'implication du client. Je vais impliquer le client. Dans quelle pratique? Gestion des niveaux de service. Dans chaque pratique, j'aurai besoin d'impliquer le client. Mais ici, qu'est-ce qu'elle va me permettre? Je vais parcourir les 4 activités, les 4 réponses. Je commence par sélectionner laquelle je suis sûr qu'elle est bonne. Donc, lorsque j'implique le client, premier énoncé, elle permet de capturer les informations servant de base. Ça pourrait être une bonne réponse. C'est l'activité comprendre. Je comprends quelles sont les informations qui vont servir de base. Le B, elle s'assure que l'organisation atteint les niveaux de service. Elle définit le flux de travail pour les demandes de service. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Donc, les réponses qui contiennent le 3, je vais les éliminer. Donc, j'élimine le B et le C. Définir le flux de travail, ce n'est pas ici, c'est la chaîne de valeur de service. Et ici, il précise uniquement les demandes de service. Par contre, lorsqu'on discute avec un client, on discute la performance de bout en bout. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le A et le D. Le commun entre le A et le D, c'est la réponse, la ligne 1. Donc, j'élimine la 1. Il me reste soit le 2, soit le 4. Je vais sélectionner soit le 2, soit le 4. Écoutez bien ça. Il y a une nuance. Vraiment, ça c'est une question, c'est une question un peu dure. Elle s'assure que l'organisation atteint les niveaux de service. Ça, c'est la responsabilité du gestionnaire des niveaux de service. C'est lui qui est responsable de s'assurer que l'organisation atteint les niveaux de service. Ce n'est pas l'implication du client. Par contre, lorsque j'implique le client, l'application, elle permet de supporter les discussions sur le progrès. Rappelez-vous bien les 6 activités, comprendre, négocier. Je vais négocier avec qui? Je vais négocier avec un client. Donc, l'implication, elle permet de supporter les discussions sur le progrès. Voilà. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Bien évidemment, ce n'est pas facile. Le jour de l'examen, laissez-la. Moi, je fais toujours 3 itérations. Lorsque je passe un examen, une première itération, généralement, j'obtiens minimum 25 questions. C'est fini. Ça, c'est dans la poche. Ensuite, une deuxième itération, 5, 6 autres questions. Il me reste 8, 6 questions. Au dernier moment, qu'est-ce que je fais? Je fais du guess. J'essaie de deviner quelle est la meilleure réponse. Voilà. Donc, j'ai bien passé plus de temps pour que vous compreniez la logique. Vous devez avoir une logique. Quelle est la réponse? Vous êtes sûr qu'elle existe? Ou parfois, je suis sûr que cet énoncé, c'est la mauvaise réponse. Je vais l'éliminer et agir en conséquence. Voilà. Donc, la bonne réponse, ici, c'est le D. Question numéro 7. Le point de départ de toute optimisation. Donc ici, regardez, il parle le point de départ. Je vais exécuter plusieurs activités. Mais par quoi commencer? Comprendre la vision et les objectifs de l'organisation. Rappelez-vous bien le modèle d'amélioration préconisé par ici. La première question, c'est quelle est la vision? Donc,
c'est vrai qu'on va exécuter les autres activités. Hein. Je prends mon stylet encore une fois. Ça, c'est la première activité qu'on va faire, le point de départ. Ensuite, je vais obtenir l'implication des parties prenantes. Ensuite, je vais déterminer l'impact le plus positif et aussi, finalement, je vais standardiser les pratiques. OK? Donc ça, ce sont les différentes étapes. Ici, le point de départ. Donc, par quoi commencer lorsqu'on va optimiser? Une optimisation, c'est une amélioration en fin de compte. Voilà. Question suivante. Les mots qui manquent. Qui a pour but de s'assurer que l'organisation, c'est bien évidemment le système. Un système, il a pour but de s'assurer que l'organisation co-crée continuellement de la valeur avec les parties prenantes. Bien évidemment, on a vu ça dans le cours. Donc, le principe directeur privilégie la valeur, il n'a pas de relation avec l'organisation. C'est le système qui permet de s'assurer que l'organisation co-crée. Les 4 dimensions, on parle de ressources. La pratique, gestion de mon service, elle n'a pas de relation. Généralement, il y a deux réponses plus ou moins bonnes. Quelle pratique supporte la gestion des retours, des compléments et des plaintes? On a vu la gestion de demande de service, il y a 5 types de demandes. Le cinquième cas, c'est un feedback, un complément ou une plainte. 10. La gestion de relations de service. Quelles sont les activités effectuées conjointement pour assurer la co-création? C'est bien évidemment la gestion de la relation de service. On a un fournisseur, on a un consommateur. Le fournisseur, il a des activités, ça s'appelle fourniture de services. Le consommateur a des activités à faire, ça s'appelle consommation de services. Les activités effectuées conjointement, conjointement, c'est la co-création, c'est la gestion des relations de service. Quelle pratique peut comporter le déclenchement d'une reprise après une catastrophe? On a vu dans la gestion des incidents, on a 6 scénarios possibles. Donc, dans le cas d'un incident majeur, dans un sinistre, pour résoudre le service, on va déclencher ce qu'on appelle le DRP, Disaster Recovery Plan. C'est le plan de reprise après la catastrophe. Donc, bien évidemment, le BCA, BCP, Business Continuity Plan. 12. Quel type de changement est le plus susceptible d'être géré par la pratique gestion des demandes de services? On a dit que nous avons 3 changements, normal, standard et urgence. Donc, le changement standard, il est préautorisé, la façon d'exécuter, elle est définie, elle est documentée. On a dit quoi? Une demande de service devrait être standardisée le maximum. Oui, ici, il faut différencier entre un changement normal et un changement standard. Un changement standard, il a un risque faible et maîtrisé. Il est préautorisé. Il est intégralement documenté. Un changement normal, on ne connaît pas le risque. On devrait évaluer les risques possibles pour un changement normal. Un changement normal devrait être autorisé. Un changement standard, il est préautorisé. Voilà. OK. Allez, 13. Ici, le principe directeur. Quel principe directeur met l'accent sur la nécessité de comprendre le flux de travail en cours, d'identifier les goulots d'étranglement et de découvrir le gaspillage. Ici, chers amis, faites attention. Lorsqu'on dit privilégier la valeur, généralement client. Lorsqu'il y a dans l'énoncé le terme client, c'est privilégier la valeur. Dans ce cas-là, rappelez-vous bien la photo de pour construire le chemin de fer. Les gens n'ont pas collaboré. Donc, ils ont eu un goulot d'étranglement, il avait eu un gaspillage. Donc, le principe directeur qui insiste sur la communication, la collaboration, c'est collaborer et promouvoir la visibilité. Lorsqu'on dit penser et travailler de façon holistique, c'est les 4 dimensions. On va prendre en considération les 4 dimensions. 14. Laquelle des options suivantes est un moyen de permettre la co-création de valeur en facilitant les résultats que les clients veulent atteindre? C'est bien évidemment un service. C'est la définition d'un service. 15.
quel énoncé sur l'autorisation des changements est correct. Regardez ici le terme correct. Faites attention, correct, c'est en majuscule. Ça pourrait être deux réponses qui sont plus ou moins proches. La bonne réponse, c'est le mot-clé, type. Pour chaque type, chaque modèle, on a une autorité adéquate. Le B, centraliser l'autorisation auprès d'une seule personne. Non, ça devient un SPOF. L'autorisation de changement neuro doit être accélérée pour s'assurer qu'il soit implémenté rapidement. Ça, non, ça c'est faux. Les changements d'urgence, l'autorisation des changements d'urgence devrait être accélérée. Donc faites attention. Un seul mot peut vous induire en erreur. Peut-être si quelqu'un d'entre vous a répondu la C, si qu'elle n'a pas lu mot à mot, lisez mot à mot, cher ami. Si on avait le terme changement d'urgence, la réponse serait juste. Faites attention. Le D, les changements standards présentent un risque élevé. Non, ça c'est faux. Non. Les changements standards, ils présentent un risque faible et maîtrisé. Les 4 dimensions. Quelles dimensions de la gestion de service prennent en compte la gouvernance, la gestion et la communication? C'est bien évidemment l'organisation et les personnes. Chaque dimension, elle a un scope bien défini. Donc, lorsqu'on dit tout ce qui est gouvernance, communication, autorisation, rôle et responsabilité, c'est la dimension organisation et personne. Identifie le mot qui manque dans la phrase suivante. C'est quoi? Une erreur connue est un problème qui a été analysé. OK. Donc, ici, une petite astuce, cher ami. Je vous disais tout à l'heure, lisez l'énoncé. Peut-être vous allez trouver la réponse après. Les questions 17 et 18, ils permettent de bien comprendre les questions. La réponse de la 17, elle est dans la 18. Donc, je reviens ici. Une erreur connue est un problème qui a été analysé. La 18, quel énoncé sur les erreurs connues et le problème est correct? Qu'est-ce qu'il dit? Une erreur connue, elle est attribuée à un problème une fois ce dernier est analysé. La réponse à la question 17, elle est là, c'est le problème. Une fois il est analysé, on le considère comme une erreur connue. Faites attention, une erreur connue est la cause d'un plusieurs problèmes. Non, ça c'est faux. Le problème lui-même est une cause d'un plusieurs incidents. Voilà. Question numéro 20. De quoi dépend la pratique gestion des demandes de service? De quoi dépend la gestion des demandes de service? Juste avant ça, une remarque. On passe à une heure connue. On passe à une heure connue si le problème n'est pas résolu. Oui, on passe à une heure connue si le problème est analysé. On termine l'analyse, on considère qu'il s'agit d'une erreur connue. Même si le problème n'est pas encore résolu, il change de statut. Le but de la phase 3, contrôle des erreurs, c'est trouver les solutions. Input de cette phase, une erreur connue. Donc, l'erreur connue, c'est le statut, une fois l'analyse, elle est terminée. La troisième phase, elle va rechercher des solutions. Une fois la solution trouvée et implémentée, on va clôturer. On va clôturer le ticket problème. OK. Merci pour la remarque. Donc, ici, la question, quel est le critère pour que la pratique gestion de mon service réussisse? De quoi dépend la pratique de gestion de mon service pour une efficience maximale? Ça, c'est une question un peu fine. Donc, pour réussir, pour avoir une gestion efficiente, j'aurai besoin de processus et de procédures. Rappelez-vous bien, on a dit, les étapes pour exécuter une demande de service devraient être connues et éprouvées sous la forme de processus. Juste ici, une explication. La gestion de demande de service, elle traite les compléments et les réclamations. Une fois nous avons défini les processus, on pourrait automatiser le traitement des demandes de service à travers des outils en libre service. Regardez cette relation.
Donc, pour avoir une gestion efficiente, on aura besoin de processus et de procédures. Une fois les processus et les procédures sont fixés, on pourrait automatiser. Donc, le prérequis pour avoir des outils au libre-service, c'est les processus et les procédures. Si vous n'avez pas des bons processus et des procédures, l'automatisation ne va pas réussir. Alors, question numéro 20. Quel énoncé sur la pratique centre de service est correct? Donc, est correct avec majuscule. Voilà. Donc, la bonne réponse, il fournit un lien entre les parties prenantes au niveau stratégique et tactique. Ça, c'est la pratique gestion des relations, le ministère des Affaires étrangères. B, il procède à l'évaluation et à l'autorisation des changements. Ça, c'est le cas. Gestion des changements. Il enquête sur l'origine des incidents. Ça, c'est la gestion des problèmes, l'origine ou la cause. Le centre de service, il le requiert. Il nécessite une compréhension pratique des process business. Tout à l'heure, on a dit trois choses. Le centre de service, il doit comprendre le contexte business. Il doit comprendre les processus métiers. Il doit connaître les utilisateurs. Voilà. Allez, ça, c'est 20 questions. Allez, je vais vous poser une petite question. Donnez-moi sur le chat combien vous avez obtenu jusqu'à maintenant. Ah, cher ami, en connaissant votre score final, tu m'entends, monsieur 16, tu as bâclé la deuxième partie. Parce que tu n'as pas obtenu le final 2 fois 16. Tu n'as pas obtenu 30, 32. 10 sur 20, vous êtes à 50%. C'est peu. 13, vous êtes à 50%. 13, vous êtes à 50%. Voilà. Donc maintenant, c'est un bon rythme. 17, ok, bravo. Je ne vais pas dire votre score final. Vous avez obtenu 17, c'est bien. Tu connais je sais malheureusement, oui, cher ami. Hein, écoutez bien. Bon, peut-être c'est le premier examen blanc que vous allez passer, mais donnez assez d'importance à votre examen. Voilà. Oui. Allez, vous aurez l'occasion. Hein? L'examen blanc numéro 1 et l'examen blanc numéro 2, vous aurez l'examen, la possibilité de le refaire. Allez, on commence maintenant la deuxième série. Quelle pratique? Quelle pratique s'assure de la disponibilité d'informations sur les configurations? Donc, 2 mots-clés, information, configuration, c'est bien évidemment la gestion de la configuration. OK. 22. Rétablir aussi rapidement, as quick as possible, c'est la gestion des incidents. Ça, c'est clair. Hein? Ça, si quelqu'un n'a pas répondu, excusez-moi. 23. Le mot qui manque. C'est quoi un client? Il a 2 choses. Il définit les exigences et assume quoi? Il assume la responsabilité des résultats de consommation. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple, vous achetez un téléphone, vous communiquez, vous assurez la responsabilité des résultats de la consommation du service. 24. Principe directeur, importance d'agir plutôt de consacrer beaucoup de temps à l'analyse des différentes options. Ça, c'est l'agilité. Faites quelque chose, évitez la paralysie d'analyse. Donc, c'est progresser par itération. Cela signifie quoi? Peut-être vous allez préparer quelque chose qui n'est pas juste selon le besoin du client, mais faites quelque chose. Évitez la paralysie d'analyse, c'est-à-dire et si, ça va compliquer la vie. Donc, allez par itération avec des retours. Ici, où on peut aussi l'habiller. Commencez là, vous êtes. Non, commencez là, vous êtes. On n'a pas encore commencé l'action. Commencez là, vous êtes. On va observer, on va mesurer. Mais ici, agissez, faites quelque chose plutôt
de passer beaucoup de temps à analyser les différentes options. Dans l'agilité, on appelle ça fournir un MVP. MVP, Minimum Viable Product. Fournissez quelque chose que le client peut utiliser, collecter le feedback, ensuite aller vers une autre itération. Que faut-il faire pour chaque problème? Ça, cher ami, c'est une question un peu difficile. Si je vous dis que faut-il faire en premier pour chaque problème, peut-être vous allez trouver la bonne réponse. OK? Pour dire quoi? Lorsqu'on a un problème, on va faire toutes les activités. Ou plus précisément, on peut faire toutes les activités. Ici, qu'est-ce qu'il veut? Que faut-il faire en premier? Autrement dit, quelle est l'activité qu'on va faire pour tous les problèmes? Bien évidemment, c'est attribuer une priorité. Rappelez-vous bien, dans la deuxième phase, c'est la phase contrôle des problèmes. On a dit, on va attribuer une priorité à chaque problème, on va analyser les causes, on va documenter une solution de contournement. Donc, ce qu'il faut faire pour chaque problème, c'est déterminer une priorité, donner une priorité en fonction de quoi? En fonction du risque. En fonction, on va analyser l'impact et la probabilité. Donc, la première chose à faire, c'est la priorité. Ensuite, on va identifier les solutions possibles. Donc, non, c'est avant ça. Excusez-moi. On va définir une solution de contournement. Donc, l'activité numéro 2, c'est la solution de contournement. Ensuite, on va diagnostiquer pour identifier les solutions possibles. Ici, lorsqu'il parle de solution, c'est la troisième phase. Et dans la troisième phase, il doit être résolu pour être clôturé. OK. Notez bien cette séquence. Pour dire quoi? On a, supposons, 20 problèmes. On va affecter une priorité à tous les problèmes. Et entre parenthèses, périodiquement, on révise les priorités affectées aux problèmes. On a 20 problèmes et on a uniquement 5 ressources. Est-ce qu'on va traiter tous les problèmes? Non. Donc, pour sélectionner, on priorise. Notez bien cette phrase. À quel moment on priorise? Lorsque la tâche, elle est supérieure aux ressources. J'ai 10 ressources et j'ai 5 tickets. Je ne veux pas prioriser. Mes ressources sont là. Je vais exécuter systématiquement. Mais je priorise, j'ai 10 tickets et j'ai 2 ressources. Donc, je vais prioriser, sélectionner les problèmes les plus prioritaires. Théoriquement, il y a des problèmes qui vont rester dans la queue une année. On ne va jamais les commencer à traiter. Donc, on va donner une priorité avant tout. Voilà. Allez, on continue. 26. Comment une organisation doit-elle inclure des fournisseurs tiers dans l'amélioration continue de ses services? On a dit que l'amélioration continue est la responsabilité de tous, équipe interne et équipe externe. On va s'assurer que le fournisseur explique en détail leur approche d'amélioration des services dans leur contrat. Certainement, j'ai parlé ça durant le cours, j'ai parlé du concept roadmap. Lorsqu'on a un contrat avec un fournisseur, il devrait expliquer dans le contrat sa roadmap. Je prends un exemple. Moi, je connais des outils ITSR qui vont bientôt disparaître. Ils n'ont pas de roadmap clair. Ils vont essayer de terminer les contrats avec leur client actuel. Dans 3 ans, il va disparaître. Il n'a pas de visibilité. Donc, pour s'assurer que mon client va me supporter, pour s'assurer que mon fournisseur va continuer à me supporter, j'exige dans le contrat, il m'explique quelle est la démarche, quelle est son approche pour s'assurer de l'amélioration continue des services. 27. Quelles considérations influencent la stratégie fournisseur d'une organisation? OK. Ici, on est dans quelle
dans quelle pratique? C'est dans la pratique gestion des fournisseurs. Et aussi, on est dans la dimension fournisseurs et partenaires. Je vais sélectionner des fournisseurs avec lesquels je vais travailler. Notez bien ce terme-là. On appelle ça une sourcing stratégie. En anglais, c'est une stratégie de gestion de fournisseurs. Je veux dire, je vais travailler uniquement avec les fournisseurs qui répondent à des critères bien définis. Par exemple, je vais travailler avec les clients, avec les fournisseurs qui ont une existence plus que 10 ans. Je vais travailler avec les fournisseurs qui ont un chiffre d'affaires de temps, qui ont un portefeuille de clients de temps, qui ont un niveau de compétence de temps. Parmi les critères, c'est la culture d'entreprise. Est-ce que ce fournisseur, il a une culture d'entreprise qui est proche de la nôtre? C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il a une culture de collaboration? Est-ce qu'il a une culture de win-win? Est-ce qu'il a une culture de transparence? C'est un critère primordial. Peut-être les autres vont influencer, mais le critère qui influence le plus, c'est la culture d'organisation. Ce fournisseur-là, est-ce qu'il va nous assurer un support permanent ou, et ça existe, du jour où on signe avec lui le contrat, il demande une avance et c'est fini. À quel moment il va revenir? C'est lors de la négociation du contrat. Ce n'est pas une culture d'entreprise de win-win. Voilà. Allez, 28. C'est quoi un problème? Ici, nous avons 4 définitions. Un problème, c'est bien évidemment une cause. Ça, c'est une question biscuit. Celui qui n'a pas répondu ça, attention, ça, c'est parmi les 10 questions biscuits. Le A, c'est le changement. Le B, c'est l'événement. Le D, c'est un incident. Le C, c'est la cause, c'est-à-dire c'est le problème. Le ministère des Affaires étrangères, quel est le but de cette pratique-là? Donc, on a des parties prenantes, on va construire des ponts et créer un climat de confiance. Donc, on va s'assurer que le courant passe entre nous et les parties prenantes. C'est bien évidemment, c'est le B. Établir et nourrir, établir et entretenir des ponts, des liens entre l'organisation et son écosystème à des niveaux stratégiques et tactiques. C'est pour s'assurer qu'il y a une confiance entre les deux parties prenantes. Le A, c'est amélioration continue. Le C, c'est cause, c'est problème. Le D, c'est la gestion des incidents. Notez bien ces réponses-là. Laquelle des options suivantes vise à aider les organisations à adopter et adapter les conseils utiles? On a dit utiles, ce sont des bonnes pratiques. Qu'est-ce qui va nous aider à adopter la culture et adapter au contexte? Ce sont les principes directeurs. Pourquoi le A fausse? Ici, il parle de ressources. Lorsqu'on dit 4 dimensions, c'est les ressources. La chaîne de valeur, elle prépare le produit et le service. Les pratiques sont des ressources. Donc, est-il, elle a préconisé, elle a inventé les principes directeurs pour nous aider à adopter et adapter les conseils et les pratiques utiles. Question biscuit, un livrable, bien évidemment, c'est quelque chose qui est créé, un output. Le A, c'est l'événement. Le B, c'est le risque. Et le C, c'est le résultat, comme son nom l'indique. Ça sont des questions à ne pas rater, s'il vous plaît. Ici, la gestion des niveaux de service. Excuse. Quelle est la raison pour laquelle un ensemble équilibré de métriques de service est utilisé? J'en ai parlé tout à l'heure. Lorsqu'on va préparer un rapport, il va contenir une vue business. Il doit, premièrement, avoir une perspective business et aussi, il doit contenir des métriques de satisfaction. Donc, pourquoi on utilise l'ensemble équilibré? C'est pour avoir une perspective business. Donc, les métriques qu'on va indiquer dans les SLA, dans les rapports, ils reflètent le point de vue
du client de la performance du fournisseur. Réduire le nombre d'impacts des métriques, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas le nombre de métriques qui est déterminant. Rapporter chaque élément de service séparément, ça c'est faux. Le reporting, c'est de bout en bout. Le D, pour faciliter la collecte automatique des métriques, non, c'est l'outillage peut-être. Il permet de faciliter la collecte automatique des métriques. 33. Pourquoi les incidents doivent-elles être priorisés? J'ai dit tout à l'heure qu'on a des tickets supérieurs aux ressources. Je vais définir une priorité. OK? Donc, prioriser, c'est le C, s'assurer que les incidents ayant le plus fort impact business sont résolus en premier. Ou plutôt, soit résolus lorsqu'on dit pour que, c'est le subjonctif. Donc, pour s'assurer que les incidents ayant le plus fort impact business soient résolus en premier. Donc, on a 10 incidents. Par quoi je vais commencer? Par les incidents dont l'impact business est plus important. Le A, pour permettre l'appareillement automatisé des incidents aux problèmes aux reconnus. Ça, c'est l'outillage. Un outillage, il peut permettre cette automatique. Pour identifier l'équipe de support vers laquelle l'incident doit être escaladé. Ça, c'est la catégorie. On assigne une catégorie pour B. Le D, pour encourager un haut niveau de collaboration au sein des équipes et entre ces dernières. Ça, c'est le principe directeur, collaborer et promouvoir la visibilité. Parfois, vous trouvez des réponses qui ne sont pas du tout reliées à la question. Quelle pratique a pour but d'aider l'organisation à optimiser la valeur, contrôler les coûts et gérer les risques? Donc ici, c'est bien évidemment la gestion des relations, c'est le ministère des Affaires étrangères. La gestion des mises en production, c'est mettre à disposition. Le centre de service, c'est demande de service incident. Donc, vous pouvez utiliser cette élimination. Donc, la gestion des actifs, c'est elle qui permet d'optimiser la valeur. C'est-à-dire quoi? Maximiser les résultats. Rappelez-vous bien, on a dit, ce n'est pas avoir le dernier cri de la technologie qui est déterminant. C'est avoir l'infrastructure qui permet d'atteindre les objectifs. Et rappelez-vous bien, lorsqu'on a parlé des PC Pentium 4, et pour moi-même, je gaspille. Moi, j'ai un écran tactile qui n'est pas utile pour moi. Donc, j'utilise un PC avec écran tactile unique pour faire de l'office. Mais la seule utilité, c'est agrandir et réduire. C'est ça l'utilité. Est-ce que je gaspille ou non? C'est à discuter. OK. Donc, toujours, vous pouvez commencer par éliminer. J'ai une question. Je vais dire, le centre de service, il n'a pas de relation. Je limite. La gestion des relations. Il reste le B ou le C. Utilisez cette équipe-là. Commencez par éliminer. Généralement, vous aurez deux questions qui sont hors sujet. Allez, 35, et je m'excuse, on va peut-être prendre de 5 à 10 minutes, 15 minutes maximum. Pourquoi le personnel du centre de service doit-il détecter les difficultés récurrentes? Rappelez-vous bien, dans la gestion des problèmes, dans la première phase, on a identification des problèmes. On avait parlé de 4 sources. Parmi les 4 sources, c'est le centre de service qui doit réclamer, détecter les difficultés récurrentes pour mieux identifier les problèmes. On crée un ticket problème suite à une réclamation de la part du centre de service. Escalader les incidents, ça, c'est la catégorie. Assurer une gestion efficace de mon service, ça, les flux. On définit des flux pour assurer une gestion efficace, efficiente. Pour impliquer la bonne autorité de changement, ça, c'est l'évaluation qui doit évaluer les risques et en fonction du risque, on identifie l'autorité adéquate. Quelle activité de la chaîne de valeur communique l'état actuel des 4 dimensions? C'est bien évidemment planifier. Planifier assure une compréhension commune de la vision de l'état actuel et de la direction de l'amélioration des produits et services et des 4 dimensions.
Quel principe directeur se préoccupe principalement des recettes et de la croissance du consommateur, du client? C'est bien évidemment privilégier la valeur. Lorsqu'il y a client, recette, satisfaction, c'est privilégier la valeur. 38. Quelle pratique fournit une visibilité sur les services? C'est bien évidemment la gestion du niveau de service. Comment on va faire ça? On va recueillir des données, on va produire, on va publier des rapports sur la performance du service. Rappelez-vous bien, on a dit la gestion du niveau de service, elle est focalisée sur la performance. Mesurer la performance du service du point de vue du client. Quelle pratique collecte des données? Rappelez-vous bien, on a dit surveiller, rapporter et améliorer. Donc, on va surveiller, on va collecter, stocker et diffuser des rapports sur la performance des services. Allez, l'avant-dernière question. Quel est le meilleur exemple d'un changement d'urgence? Donc, on a dit 3 types de changements. Le risque est faible, standard. L'urgence est signalée, c'est un changement d'urgence. À quel moment on va déclencher un changement d'urgence? On a 2 cas. Résoudre un incident ou implémenter un correctif sécurité. Ce sont les 2 cas. Et ce n'est pas parce que Rida va partir en congé ou Fahmi, il a un consultant avec lui, il va quitter demain. Donc, c'est ces 2 cas uniquement. C'est relatif à la production. La dernière et 40 questions. Quel principe directeur recommande d'évaluer l'état actuel et de décider ce qui peut être réutilisé? Donc, on a 7 principes directeurs. Le principe qui va dire, avant de décider qu'est-ce qu'on va réutiliser, on ne va pas utiliser, évaluer l'état actuel, c'est bien évidemment commencer là où vous êtes. Donc, start where you are, ça va permettre de comprendre la situation actuelle. On va observer, on va mesurer, ensuite on va prendre une décision. Qu'est-ce qu'on va réutiliser ou qu'est-ce qu'on va délaisser? Voilà. Alhamdulillah, Dieu merci.